Bon, eh bien, nous voilà de retour pour un cours de cinquième sur le même document Attention al cliente, c'est là l'épisode numéro 2. Et tout en travaillant sur le même document, alors pour le revoir, vous avez l'adresse qui s'affiche en haut en bleu. Normalement, ça doit apparaître dans la description au-dessous de la vidéo. Si ça n'y est pas, de toute façon, vous trouvez cette adresse-là dans la description de la vidéo numéro 1. Alors là, il s'agit du travail à faire le jeudi 19. Non, c'est pas le travail à faire pour le jeudi 19, c'est le travail à faire le jeudi 19. On va commencer par corriger ce qui normalement a été fait mercredi 18. Alors si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ne regardez pas la suite de la vidéo, revenez à la vidéo précédente, faites le travail qui a été demandé tranquillement, et puis ça, vous le ferez un petit peu plus tard. Vous vous rappelez que mercredi, je vous avais posé un certain nombre de questions, et là, je vous propose, comme correction, les réponses possibles aux questions qui ont été posées. Alors, je dis bien réponses possibles parce que vous allez voir, il existe plusieurs solutions différentes. Je vous en propose quelques-unes, mais il en existe aussi plein d'autres. Alors, je m'attaque tout de suite à la première question. ¿Qué tipo de documento estudiamos? Et une des réponses possibles, c'est estudiamos un video. Alors, j'attire votre attention et je l'ai souligné et mis en rouge. J'attire votre attention sur l'article parce que c'est un article masculin. Attention, ne vous laissez pas entraîner par le français. C'est un article masculin. Le mot est masculin en espagnol. C'est une erreur extrêmement fréquente. Et quand vous apprenez, quand vous utilisez un nom commun, faites très attention aux déterminants qui se trouvent devant à l'article qui vous permet de savoir si c'est masculin ou féminin. Ah, pour le mot vidéo, vous pourrez entendre deux prononciations, celle que je viens d'utiliser, vidéo, et vous pourrez entendre aussi une prononciation où on insiste sur le i, vidéo. Donc, je me suis bien renseigné et les deux prononciations sont possibles. Question numéro 2. ¿Quién ha colaborado en el video? Qui a collaboré à la vidéo? Et la réponse va être la télévision española ha colaborado en el video. Alors oui, j'ai fait une erreur. Ça, il faut qu'il y en ait une à chaque fois. C'est le point d'interrogation à la fin de la réponse. Normalement, c'est un point. Alors je ne l'ai pas corrigé ici parce que en fait il s'agit d'une superposition d'encadrés et de tableaux. Je l'ai corrigé sur le dernier. Recorriger partout, ça aurait été un petit peu compliqué. Ici, j'ai souligné et mis en rouge le S de télévision parce qu'on ne zozote pas en espagnol, hein, contrairement au français. Comme les deux mots en français et en espagnol se ressemblent beaucoup, vous aurez probablement la tentation de faire comme en français, ce qui est mal. Ensuite, j'ai mis en bleu et souligné le verbe ha colaborado, parce que c'est un passé composé et qu'on vient de voir ce temps-là, comme son nom l'indique, c'est un temps composé de deux parties, l'auxiliaire a, écrit HA, et le participe passé, colaborado, qui se termine par ado, qui est la terminaison du participe passé des verbes qui se terminent par AR à l'infinitif. Ensuite, j'ai mis en orange N, tout simplement parce que c'est une préposition et que ça ne fonctionne pas comme en français. En français, on va dire qui a collaboré à la vidéo. En espagnol, on dit quien a colaborado en el video. J'ai remis un petit coup de vert et j'ai ressouligné l'article défini el pour vidéo, puisque, je vous le rappelle, c'est un mot masculin. Question numéro 3. ¿Cuál es el problema de la imagen? Quel est le problème de l'image? Il y a deux réponses possibles. Il y en a plus en fait, mais disons les deux réponses les plus simples sont les suivantes. La première assez courte. La imagen está al revés. Et deuxième réponse possible. El problema es que la imagen está al revés. Alors ici, j'ai souligné et mis en rouge la terminaison du mot imagen pour deux raisons. D'abord à cause de la prononciation du G. On dit bien imagen, avec un léger frottement du fond de la gorge. Et vous ne devez pas oublier le N qui se trouve à la fin. Beaucoup d'élèves, chaque année, quel que soit le niveau, oublient ce N à la fin. On dit bien la imagen.
Ensuite, j'ai mis en bleu et j'ai souligné le A du verbe être, esta, parce que cet accent-là, qui se trouve sur le A, est très important. Si vous l'oubliez, on change la nature du mot, le sens de la phrase. Le A indique que c'est le verbe être, estar, à la troisième personne du singulier, du présent d'indicatif. Si vous oubliez cet accent, on change totalement de mot. Ça devient un démonstratif, esta, qui signifie cette, comme quand je dis esta mesa, cette table. Ensuite, j'ai souligné et mis en vert sur le mot problema deux choses. L'article, qui est masculin. Alors vous me direz, mais il n'y a pas de problème là. Le mot est masculin en français, il est masculin en espagnol, je ne risque pas de me tromper. Si, vous risquez de vous tromper parce que la fin de ce nom commun, c'est un A. Et beaucoup d'entre vous, vous avez compris que le A était souvent, mais pas toujours, la marque du féminin. Eh bien, en espagnol, pour les noms communs, pour savoir si un mot est masculin ou féminin, vous ne devez pas regarder la fin du mot parce que ce n'est pas une indication. Le seul endroit où on vous indique que c'est masculin ou féminin, c'est avec le déterminant et l'article. La deuxième erreur possible, c'est que certains d'entre vous risquent de remplacer le A par un E. J'ai souligné encore une fois et mis en rouge la terminaison du mot imagen et j'ai souligné et mis en bleu le A avec accent de esta. Dernière question, ¿a quién vemos en el fondo? Qui voyons-nous au fond? Et je vous ai mis, c'est déjà apparu en couleur, en el fondo vemos a un perro. Au fond, nous voyons un chien. J'ai mis en rouge la préposition a, qui est indispensable parce qu'elle indique un complément d'objet derrière, direct. Et j'ai mis en bleu le double R de perro. Alors ce double R, certains d'entre vous ont du mal à le prononcer. Là, il est assez important parce que si vous prononcez au lieu de perro, si vous prononcez pero, le mot change de sens. Et au lieu de signifier chien, il signifie mais, M-A-I-S, pour marquer une opposition. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais essayez de bien prononcer ce mot perro en roulant bien les R. N'hésitez pas à exagérer parce que vous allez vous rendre compte qu'en exagérant, en fait, vous allez prononcer pile comme il faut. Donc, n'hésitez pas à exagérer, tout en prévenant votre entourage pour qu'il ne s'inquiète pas et qu'il ne se fasse pas de soucis pour vous. Deuxième solution possible, vemos a un perro en el fondo. Alors là, j'ai simplement changé, j'ai mis en orange en el fondo, je l'ai changé de place parce qu'il est possible de le faire. C'est quelque chose qui ne pose aucun problème, que ce soit en français ou en espagnol. Donc ça, on a un petit peu observé les différentes réponses et questions, les problèmes que ça pouvait poser, et c'est maintenant que commence pour vous le véritable travail que vous ferez sans moi. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'utiliser les fameux Google Traduction et Reverso dont je vous reparle sans arrêt en classe. Et là, il va falloir effectivement les utiliser. Alors, si je lis les consignes, copier et coller chacune des questions. Pour ça, vous allez dans la description au-dessous de la vidéo pour pouvoir copier-coller. Donc, copier et coller chacune des questions et des réponses dans Google Traduction ou Reverso. Vous avez le choix. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Reverso parce que je trouve que à la lecture, la prononciation est meilleure. Google Traduction, son avantage, c'est la détection automatique de la langue et vous pouvez mettre plus de texte. Une fois que vous avez copié-collé les questions et les réponses, une par une, ne faites pas tout d'un bloc, activez la traduction pour faire apparaître l'icône haut-parleur. Une fois que cette icône sera apparue, vous cliquez dessus pour que la phrase espagnole soit lue. Écoutez plusieurs fois, puis répétez à haute voix jusqu'à, alors ça c'est deux conditions qui sont importantes, jusqu'à ce que vous ne commettiez plus d'erreur et jusqu'à ce que vous lisiez sans aucune hésitation. Et vous faites pareil avec les réponses. Alors j'insiste, le fait d'entendre de l'espagnol, même lu par une machine, par un ordinateur, et le répéter après en s'appliquant sur la prononciation, c'est très important pour progresser. Il y a plein de choses qui vont rentrer. Et sans erreur, pour vous apprendre
à lire correctement les informations que vous avez sous les yeux pour pouvoir les réutiliser à l'écrit ou à l'oral sans commettre d'erreur, et sans hésitation, parce que tant qu'il y a une hésitation, il y a un risque d'erreur. Les erreurs, elles naissent justement dans ces hésitations. On va aller faire un petit tour maintenant du côté de Google Traduction. Alors, comme vous voyez, si vous cliquez sur Google Traduction, vous avez cette fenêtre qui va apparaître. On va l'observer un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Vous voyez qu'à gauche, vous n'avez même pas besoin de sélectionner la langue, puisque vous avez en bleu et souligné l'onglet Détecter la langue. Ce qui fait que quand vous allez copier et coller votre question ou votre réponse là, automatiquement, ça repérera que c'est de l'espagnol. Par contre, à droite, vous êtes obligé de choisir la langue dans laquelle vous voulez que ce soit traduit. Alors, des fois, le français apparaît directement dans l'onglet. Sinon, il y a une petite flèche pointée vers le bas à droite. Et bien, il faudra aller chercher le français. Vous voyez qu'à aucun endroit n'apparaît la petite icône avec le haut-parleur. Donc, vous collez votre question, par exemple, et là, l'icône apparaît en bas à gauche pour le français et pour l'espagnol. Si vous cliquez dessus plusieurs fois d'affilée, vous remarquerez que la première lecture est normale, la deuxième lecture est lente. C'est aussi un des avantages de Google Traduction, ça facilite un petit peu les choses. Ensuite, on va s'intéresser à Reverso. Alors, Reverso, la fenêtre se présente de cette manière-là. Vous pouvez constater qu'il n'y a aucune icône avec un haut-parleur qui apparaisse. Vous avez en bas à gauche, j'ai ouvert une petite fenêtre avec des drapeaux. Vous allez cliquer sur la fenêtre avec d'abord le drapeau espagnol et après le drapeau français. Donc vous cliquez sur cette icône-là et vous collez votre texte. La traduction va se lancer. Vous allez obtenir donc une réponse et vous pouvez constater que en haut, au milieu, en haut à droite pour la fenêtre en espagnol, en haut à droite pour la fenêtre en français, vous avez l'icône avec un haut-parleur qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous allez avoir votre lecture en espagnol. À mon avis, Reverso est meilleur de ce point de vue-là que Google Traduction. Si vous regardez la traduction, vous allez avoir des surprises. Comparez la traduction entre Reverso en bas et Google Traduction en haut, et vous allez vous rendre compte que le verbe n'est pas traduit de la même façon. Estudiamos est traduit dans Google Traduction par étudions-nous, et estudiamos dans Reverso est traduit par avons-nous étudié. C'est là que vous vous rendez compte que ces logiciels de traduction ne sont pas forcément la solution universelle pour tous les élèves qui seraient tentés par une utilisation abusive de ces logiciels de traduction pour le travail. Parce que, alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui se trompe? Non. En fait, non, aucun des deux ne se trompe, parce que estudiamos signifie deux choses. Ça peut être la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, nous étudions, mais ça peut être aussi la première personne du pluriel du passé simple, qui est souvent utilisé en espagnol à la place du passé composé, nous avons étudié. Donc vous voyez que les logiciels de traduction ne vous permettent pas d'avoir systématiquement la note maximale. Il peut y avoir des difficultés dans l'utilisation. Donc je vais vous laisser maintenant, c'est à vous de jouer. Il va falloir donc copier, coller les questions et les réponses dans Google Traduction ou Reverso, s'entraîner à la prononciation et à la lecture. Dernier point, je signale aux familles que si vous voulez aider vos enfants pour l'espagnol et que l'espagnol ce sont des souvenirs lointains ou que vous n'en avez jamais fait, eh bien, avec cet instrument-là, vous avez la possibilité d'entendre de l'espagnol prononcé correctement. Ça reste une lecture style GPS, mais c'est tout à fait correct. Donc vous avez la possibilité ici de vérifier que ce que prononcent vos enfants correspond à ce qui est prononcé par le logiciel de traduction.
Voilà, je vous souhaite du courage. L'exercice n'est pas très difficile, mais il va vous demander, je pense, quand même un petit peu de temps. Donc, bon courage et à la prochaine vidéo.